Se libérer de la dépendance affective de Claude-Marc Aubry. Alors, avertissement en guise de préambule. Imaginez que dans la très sérieuse revue American Journal of Epidemiology, les chercheurs affirment que les hommes qui vivent avec une femme dont ils se plaignent de ne pas être aimés ont 3 fois plus de risques que les autres de développer un ulcère. Et sur 1000 femmes à qui l'on venait de diagnostiquer un cancer du sein, on a recensé 2 fois plus de décès au bout de 5 ans parmi celles qui ont assuré avoir reçu trop peu d'affection dans leur vie. Enfin, une autre étude indique que parmi les hommes souffrant de maladies cardiaques, ceux qui s'estiment aimés par leur femme présentent 2 fois moins de symptômes que les autres. Si vous posez la question à un médecin, il vous donnera des explications scientifiques à ces propos. Il vous expliquera que notre cerveau et nos émotions jouent un rôle majeur sur notre rythme cardiaque et notre système immunitaire, qui est dirigé par les hormones produites par l'hypophyse, une glande dans le cerveau. Tous les chercheurs s'accorderont pour vous dire que les idées noires que génère le sentiment de ne pas être aimé perturbent la réponse immunitaire, mettent les artères sous pression et entraînent la production d'acide dans l'estomac. Par contre, se sentir bien et en particulier se sentir aimé par son conjoint mais aussi par les autres membres de sa famille et amis stimule les capacités d'auto-guérison du corps. C'est avec un travail sur soi qui s'appuie sur les prodigieuses victoires de la psychologie pour mieux se comprendre et mieux comprendre les autres que nous mettons le plus de chances de notre côté pour vivre des jours heureux le plus souvent possible. De nos jours, le docteur Bernie Siegel, médecin ayant étudié l'influence du psychisme sur la santé, affirme « Les gens qui travaillent sur eux-mêmes et évoluent réussissent à prolonger leur vie en réalisant des exploits qualifiés de miraculeux par la médecine. » Chères lectrices, chers lecteurs, je vais commencer par vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Toto. Toto souffre d'un problème, car il n'a jamais à établir une relation satisfaisante avec une femme à cause d'un handicap. Il souffre d'éjaculation précoce. Il décide donc de consulter un spécialiste à la suite de quoi il entreprend une longue psychanalyse qui lui offre la possibilité de se pencher sur son passé et de mettre au clair toute l'histoire de son développement affectif depuis sa plus tendre enfance et en particulier d'analyser ses relations avec sa mère. Il fait un bilan et en parle à son meilleur ami. Celui-ci lui demande « Alors, comment ça se passe? Tu es guéri de ton problème ?» « Non, répond Toto. Mais maintenant, je crois savoir pourquoi j'ai ce problème. » Pour apporter un changement dans notre vie, nous avons besoin d'une transformation en profondeur qui va bien au-delà d'une constatation par l'intellect. Analyser ne suffit pas. Il nous faut apprendre comment installer de nouveaux comportements. Cet ouvrage n'est pas un simple livre à lire, c'est un guide d'accompagnement dans votre auto-coaching. C'est un chemin d'apprentissage. Aussi, de nombreux exercices et actions à entreprendre vous seront proposés à chaque étape de ce chemin, qui comportera une trentaine d'exercices. Vous aurez l'occasion d'envisager de nouvelles manières d'agir. Le saviez-vous? Milton Erickson, le célèbre thérapeute, a affirmé que plus de 50% de ses patients étaient déjà guéris en arrivant à leur premier rendez-vous, car la somme des petites peurs déjà vaincues, une par une action concrète, à chaque étape nécessaire avant de parvenir à son cabinet, avait été efficace. Si vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie des changements de plus en plus bénéfiques, le défi proposé sera d'expérimenter de façon différente votre manière d'agir. Agir toujours de la même façon ne pourrait que provoquer les mêmes résultats, mais fort heureusement, vous pouvez modifier vos scénarios de vie. Si telle ou telle citation que je vous propose vous interpelle, vous pouvez la garder précieusement en mémoire en la notant dans un carnet personnel. Mais les passages théoriques que vous trouverez dans cet ouvrage ne sont là que pour vous inspirer de nouvelles actions. C'est à vous de prendre en main le changement et pour bien profiter de votre auto-coaching, vous pouvez vous concentrer pendant une semaine sur chaque étape pour bien intégrer l'apprentissage proposé. Bon à savoir, jusqu'à la loi de 1965, une femme en France ne pouvait ouvrir un compte en banque ni travailler sans l'autorisation de son mari. Une dépendance financière inconcevable de nos jours. Mais il existe une autre sorte de dépendance, c'est la dépendance affective. Dans cet ouvrage, je vous propose, sur 5 semaines, d'en explorer le thème et d'expérimenter quelques méthodes pour s'en sortir. La première semaine, nous verrons comment reconnaître la dépendance affective. La deuxième semaine permettra d'en explorer les origines.
Pendant la 3e semaine, il s'agira d'utiliser les outils pour s'en libérer. Puis, pendant la 4e semaine, d'envisager un nouveau mode de relation avant, en 5e semaine, de remettre à neuf sa vie amoureuse pour un nouveau départ. Première semaine. Reconnaître la dépendance affective. La dépendance affective prend sa source dans un sentiment de manque puissant. Une personne dépendante cherche à combler ce manque par un apport extérieur. Mais aucune relation amoureuse, amicale, professionnelle ou familiale ne peut se réduire à combler un vide. Quoi qu'il en soit, on reconnaît une personne dépendante affective à différents traits de comportement que l'on peut identifier si l'on est célibataire, en couple ou dans un groupe. Exercice numéro 1 pour les célibataires. Vous noterez sur une échelle de 1 à 10. 10 le plus exact, 1 le moins exact. Vous avez tendance à enchaîner fébrilement ou tout au moins très rapidement les relations les unes après les autres. Merci des sites de rencontres. On pourrait parler de compulsion ou d'addiction. Cela vous correspond-il? Deuxième question. Vous êtes régulièrement attiré par des personnes avec qui la relation est particulièrement insatisfaisante. Par exemple, des personnes qui ne sont pas disposées à s'engager ou qui sont engagées ailleurs. Cela vous correspond-il? Troisième question. Vous êtes vite angoissé lorsque vous êtes seul. Cela vous correspond-il? Quatrième. En groupe, vous avez peur de ne pas être apprécié. Cela vous correspond-il? Bien qu'elles soient trop indisponibles, vous vous attachez durablement à des personnes qui ne vous rendent pas heureux. Nombreuses sont ces personnes qui viennent consulter pour ce motif. Cela vous correspond-il? N'oubliez pas de noter de 1 à 10. En couple, deuxième exercice. À nouveau, notez de 1 à 10. Je ne dirai plus le nombre de questions, il suffira que vous notiez. Vous avez l'impression d'être installé dans une relation durable, mais qui entame très sérieusement votre joie de vivre. Vous êtes bouleversé quand votre partenaire ne vous apporte pas tout l'amour que vous attendez. Vous avez de grandes difficultés à exprimer vos désaccords. C'est généralement l'angoisse de la séparation qui soulève cette difficulté. Vous mettez votre partenaire sur un piédestal. Vous craignez régulièrement qu'il vous quitte pour une autre. Vous avez l'impression que sans lui, la vie est dénuée d'intérêt. Cela vous correspond-il? Quand je dis lui, ça peut être il ou elle. Vous êtes vite angoissé lorsque vous êtes sans nouvelles de votre conjoint. Vous laissez votre partenaire vous maltraiter sous prétexte que vous l'aimez. Peut-être est-ce parce que vous voulez maintenir à tout prix la relation. Mais l'amour, est-ce un poids à porter ou bien n'est-ce pas plutôt quelque chose qui nous porte? Vous sentez-vous oppressé par le résultat de ce test? Avec la dépendance, l'absence ou la présence insuffisante du partenaire devient insoutenable. Et comme dans toute addiction, le sentiment de manque entraîne à augmenter la dose. Même si le produit, ici l'objet d'amour, est toxique. Quoi qu'il en soit, vous pouvez modifier les choses. Si vous êtes motivé et si vous agissez, pendant des siècles, les femmes par tradition se dévouaient à leur mari, à leur couple, leurs enfants, sans penser à elles-mêmes. Le complexe de Cendrillon. Selon Colette Dolling, psychologue américaine, auteure du livre Le complexe de Cendrillon, certaines femmes ont secrètement peur de leur indépendance, car pendant des lustres, elles n'ont pas été préparées à la liberté, mais tout au contraire, elles ont été préparées à la dépendance. On nous a préparés, par notre éducation, à dépendre d'un homme et à nous sentir nus et terrifiés si nous en sommes dépourvus. Colette Dolling. Nous avons découvert que la passivité, la dépendance et surtout le manque d'estime de soi sont les variables qui différencient les femmes des hommes et qui reviennent en permanence. Judith Bardwick. Selon Colette Dolling, on constate bien souvent chez les femmes l'effondrement surprenant des ambitions personnelles dès lors qu'elles commencent à partager leurs existences avec un homme. Elles répondent alors au besoin profond d'être prises en charge, attendant qu'un élément extérieur, l'homme de leur vie, vienne transformer leur vie. C'est cela le complexe de Cendrillon. Acceptez-vous de votre partenaire, vous mettre souvent la pression pour que vous comportiez différemment ou pour vous inciter à abandonner vos centres d'intérêt au profit des siens. Peut-être le faites-vous pour lui plaire, mais votre vie vous appartient-elle? En couple ou avec des amis. Vous craignez le jugement des autres dès lors que vous exprimez le moins possible. Par peur de déplaire, c'est alors que vous vous isolez, que vous êtes dans le déni sur le mode « je n'ai besoin de personne ». Comme il est dit dans la chanson « Je n'ai besoin de personne » en Harley Davidson.
Bon à savoir. Il y a aussi l'inverse. Nous connaissons tous des personnes qui ont compulsivement le besoin de se donner en spectacle et qui cherchent à se rassurer en monopolisant compulsivement l'attention de leur entourage. Là aussi, c'est une forme de dépendance affective. Chers lecteurs, chères lectrices, il se peut que vous soyez reconnus dans de nombreuses fois dans ce tableau de la dépendance affective. Si on en restait là, ce ne serait qu'ouvrir la porte à un état dépressif. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'on peut s'en sortir. La dépression n'est souvent que la conséquence de liens malsains, voire toxiques, qui se sont installés dans notre vie présente ou passée. Mais tout état dépressif nous fournit l'opportunité de changer de cap, de changer d'orientation, et c'est possible en modifiant nos comportements. Mon point coaching. Quels sont, à mon avis, les indices les plus marquants d'une dépendance affective dans le couple ? À remplir, donc faites l'exercice à la maison, posez-vous la question. Quels sont, à mon avis, les indices les plus marquants d'une dépendance affective en groupe ou avec des amis ? Pareil, écrivez sur votre petit carnet et faites une liste. Deuxième semaine. Identifiez les origines de la dépendance affective. Au début, la dépendance est la relation normale de nouveau-né avec le monde qui l'entoure. Le bébé est totalement dépendant pour sa survie de ses parents ou des personnes qui l'élèvent. Son besoin d'eux est vital, non seulement sur le plan physique, car il lui apporte la nourriture et les soins nécessaires sans lesquels il périrait, mais encore parce qu'il dépend d'eux d'une manière tout aussi essentielle sur le plan affectif et relationnel. Le bébé ne se développe bien et ne s'épanouit que s'il reçoit des contacts du regard, du toucher et de la caresse. Ils lui sont indispensables et s'il en est privé, il dépérit. Les nourritures affectives. Ces nourritures affectives sont vitales pour le bébé et il s'attache aux personnes qui les lui prodiguent. C'est pourquoi en grandissant, le jeune enfant, tout au long de son évolution, a besoin d'être soutenu, accompagné, écouté, touché et regardé avec attention. Bon à savoir, selon un psychologue américain, William James, 1842-1910, il n'y aurait rien de plus douloureux pour un être humain que de devenir parfaitement invisible pour ses semblables. Chacun d'entre nous a besoin en tout premier lieu, dès son plus jeune âge, qu'on lui parle. La parole d'autrui véhicule bien entendu des informations, mais elle témoigne aussi de l'intérêt qu'il nous porte en s'adressant à nous. De surcroît, à tout âge, le fait d'être regardé avec attention nous donne le sentiment de notre importance. Il en est de même pour le plaisir d'être écouté et bien entendu d'être touché. L'enfant, l'adolescent et l'adulte vont s'attacher naturellement aux personnes qui leur témoignent ces marques d'attention, qu'on appelle stocks, ou signes de reconnaissance en analyse transactionnelle. Petit enfant, nous avons tous été dépendants. La dépendance de l'enfant est un état naturel et normal. Nous avons été dépendants des soins physiques qu'on nous a apportés, être nourris, couverts, protégés du monde extérieur, certes, mais nous avons connu aussi une dépendance affective. Un jeune enfant a besoin d'être câliné, regardé, touché et encouragé par papa-maman ou d'autres adultes de remplacement, comme une fleur a besoin d'être arrosée pour croître. Être regardé, touché, cajolé n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour un bon développement psychique. Mais les adultes de référence ne sont pas toujours présents, et plus l'enfant, le bébé même, est petit, plus il y a des moments d'angoisse. Il vit la solitude comme un abandon et comme si sa survie était en jeu. L'enfant, et plus encore le nourrisson, interprète toutes ces expériences en termes de survie. Si la nourriture ou les soins dont il a besoin pour sa survie arrivent à temps, tout va bien. Si cela tarde, c'est automatiquement l'angoisse et les cris. Bon à savoir, l'enfant intérieur qui demeure au fond de nous présente deux visages. Il y a d'une part l'enfant vif et spontané qui se projette naturellement dans la vie, porté par l'élan créateur qui l'anime, et d'autre part l'enfant en carence, blessé affectivement, qui a été en proie au sentiment d'abandon. Si les nourritures affectives sont aussi indispensables au bon développement du jeune enfant, on comprendra pourquoi, comme le dit la chanson, elle court, la maladie d'amour. En fait, la maladie commence lorsque l'objet d'amour nécessaire, s'apparente à une drogue, donc il faut sans cesse augmenter la dose. Elle court, la maladie, lorsque domine l'obsession de trouver l'amour salvateur. Les besoins affectifs fondamentaux. La dépendance affective engendre une véritable boulimie qui s'exerce sous la tyrannie occulte de l'enfant intérieur blessé. Et comme il est parfois très difficile de reconnaître et de s'avouer le manque d'amour, cette dépendance affective ouvre la porte à toutes les autres addictions qui viennent la compléter ou parfois la masquer. Quels sont nos besoins ? Besoin d'être valorisés dans nos compétences, besoin d'autonomie,
besoin d'être apprécié, besoin de parler et d'être écouté, besoin d'être accepté, d'être respecté, d'attention, besoin d'estime et de considération, besoin de reconnaissance, d'accompagnement, besoin d'évoluer dans un environnement stable et sécurisant, besoin de tendresse, besoin d'être porté, touché, cajolé, besoin de jouer, besoin de contacts sociaux, besoin de se sentir vivre, besoin de stimulation, besoin de soutien, d'encouragement, de compliments, besoin de se sentir en confiance. Pour prendre conscience de manière plus précise des besoins affectifs fondamentaux de l'enfant, vous pouvez, en vous aidant de la liste ci-dessus, pratiquer l'exercice qui suit. À votre avis, quels sont les besoins affectifs d'un bébé et parmi ceux-ci, quels sont ceux dont un adulte a encore besoin? Écrivez. Quels sont les besoins affectifs d'un enfant de 5 ans? Quels sont ceux dont vous pensez avoir manqué dans votre enfance? Quels sont ceux qui demeurent? Quels sont ceux qui sont satisfaits? Et ceux dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui? Quels sont les besoins affectifs d'un enfant de 10 ans? Quels sont ceux dont vous pensez avoir manqué dans votre enfance? Quels sont ceux qui demeurent? Quels sont ceux qui ont été satisfaits plus tard? Et ceux dont vous n'avez plus besoin? Quels sont les besoins affectifs d'un adolescent de 15 ans? Et quels sont ceux dont vous pensez avoir manqué? Quels sont ceux qui demeurent? Quels sont ceux qui sont satisfaits? Et ceux dont vous n'avez plus besoin? Quels sont les besoins affectifs d'un jeune de 20 ans? Et quels sont ceux que vous pensez avoir manqué? Quels sont ceux qui demeurent? Quels sont ceux qui sont satisfaits? Et ceux dont vous n'avez plus besoin? Et si vous adoptiez aujourd'hui un enfant, que lui donneriez-vous en priorité? Fin de l'exercice. Le manque de reconnaissance. Si dans votre enfance vous avez vécu avec un manque de reconnaissance tel que vous n'étiez hélas pas suffisamment rassuré sur votre valeur, par exemple l'un de vos parents aurait préféré un garçon alors que vous êtes une fille, vous pouvez avoir développé outre mesure un besoin incoercible de plaire pour être enfin reconnu. Bon à savoir. Alice Miller a remarqué pendant des siècles les femmes ont subi un conditionnement social tel qu'elles se sont engagées à supporter une relation marquée par l'humiliation et la violence dans l'espoir d'obtenir la sécurité dans le mariage. L'impératif, c'était de plaire à tout prix à l'homme pour obtenir cette sécurité. Si par contre vous avez été trop adulé, par exemple, vous avez été la petite princesse d'un papa qui vous préférait très largement à sa femme, vous ne pouvez plus vous passer de recevoir ce genre d'attention majeure et largement excessive. C'est alors que le partenaire est désiré comme une drogue. Dans les deux cas, une trop grande avidité affective sous-tend vos comportements et vous aliène. Mon point coaching, on écrit « Quels sont les principaux besoins qui n'ont pas été suffisamment satisfaits dans mon enfance ?» Faites une liste. Quels sont les sujets pour lesquels j'ai le sentiment d'avoir manqué de reconnaissance? Faites une liste. 3e semaine, se libérer de la dépendance affective. La dépendance affective prend sa source dans l'enfance. Lorsque vous vivez des situations de dépendance, c'est votre enfant intérieur qui réclame son dû à votre insu. Pour établir le contact avec l'élan créateur et la joie de vivre, il conviendra d'abord de ressentir les émotions, de peine ou de colère, qui accompagnent naturellement le sentiment de manque afin de traverser la souffrance originelle, point de départ de la dépendance, et d'atteindre un état de libération générant la construction de nouvelles fondations que sont l'estime de soi et la joie de vivre. Revisiter le passé. Cet exercice est un véritable rituel de guérison. C'est un exercice majeur et il sera d'autant plus réussi qu'il vous permettra de décharger et d'évacuer les émotions qu'il suscitera. C'est en revivant le passé, en traversant la tristesse, en la ressentant, en l'exprimant, que l'on reprend goût à soi pour relancer les forces de vie qui sommeillaient. Accepter notre souffrance d'enfant, non pas pour s'y complaire, mais pour libérer notre vitalité créatrice, notre appétit de vivre. Khalil Gibran, dans son célèbre poème Le Prophète, écrit « Votre joie et votre tristesse sans masque, et ce même puits d'où jaillit votre rire fut souvent rempli de vos larmes. Et comment en serait-il autrement? Plus profondément, la tristesse creusera dans votre être, plus profondément, vous pourrez la combler de joie. »
Avec le déni, on se réfugie dans l'hyperactivité. Nous nous dépensons alors beaucoup trop dans nos activités professionnelles, par exemple. Ou bien encore, nous tombons sous l'emprise de toutes sortes de dépendances, tabac, alcool, drogue, nourriture, sexuelle ou affective. Pour sortir du déni, il faut renverser le mur de défense que nous avons bâti, afin de se retrouver intégralement soi-même. En identifiant vos blessures émotionnelles précoces, vous vous donnez l'opportunité de vous libérer de leurs séquelles. Premier exercice. Vous pouvez accueillir les émotions qui vous traversent en pratiquant l'autocompassion respectueuse de votre identité. Vous pouvez revisiter émotionnellement le passé, au moins pendant 1 heure et à plusieurs reprises, jusqu'à ce que vous ayez déchargé suffisamment d'émotions. Souvenez-vous un moment de votre enfance où vous vous êtes senti abandonné. Évoquant ce souvenir, qu'éprouvez-vous? Tristesse, colère? Souvenez-vous un moment de notre vie où vous vous êtes senti maltraité. Évoquant ce souvenir, qu'éprouvez-vous? Tristesse, colère, etc. Souvenez-vous un moment de votre vie où vous êtes senti incompris. Évoquant ce souvenir, qu'éprouvez-vous? Tristesse, colère, etc. Souvenez-vous un moment de votre vie où une personne qui vous était chère n'a pas tenu ses promesses à votre égard. Évoquant ce souvenir, qu'éprouvez-vous? Tristesse, colère, etc. Souvenez-vous un moment de votre enfance où vous êtes senti trahi. Évoquant ce souvenir, qu'éprouvez-vous? Tristesse, colère, etc. Peu importe, chère lectrice, cher lecteur, la tristesse ou la colère qui peuvent surgir. En vous exprimant, vous vous respectez. Et c'est en bannissant tout refoulement ou déni que vous libérez de nouvelles forces pour votre épanouissement personnel. C'en est alors fini du déni de soi. Deuxième exercice. Vous allez écrire la lettre à mon enfant intérieur. En procédant ainsi, je vais te dire, notez votre prénom, ce dont j'ai besoin encore aujourd'hui. Et ce dont je n'ai plus besoin, en vous référant à la liste précédente des besoins. Puis vous allez mentionner ce que vos parents vous ont donné et ce qu'ils ne vous ont pas donné, en le soulignant. Il vous sera facile de vous délivrer des séquelles du passé en vous autorisant à en ressentir et évacuer les émotions qui s'y rattachent. Pour la deuxième partie de l'exercice, très importante, vous allez reprendre la liste des besoins qui sont toujours d'actualité en notant tout ce que vous pouvez obtenir sans avoir recours à une seule et unique personne. Car pour vous libérer de la dépendance affective, il est capital de comprendre que tout ce qu'une personne, votre partenaire amoureux par exemple, ne vous donne pas, bien d'autres personnes dont vous ignorez, peut-être encore l'existence, peuvent vous le donner, en amitié ou en amour. Se libérer de la dépendance affective, c'est abandonner l'espoir fallacieux de donner à quelqu'un d'autre que vous-même les clés de votre bien-être. C'est trop dépendre d'autrui, vous empêche de mobiliser vos propres ressources pour améliorer votre quotidien. Bon à savoir, si vous allez dans le monde porté par l'amour qu'une personne a pour vous, vous rayonnez non pas pour vous-même, mais à cause de l'amour de cette personne. Alors vous brillez, vous êtes plein d'entrain, mais c'est l'autre qui a la main sur l'interrupteur. Par contre, lorsque vous réalisez par vous-même toutes vos potentialités et que vous développez toutes vos compétences, vous travaillez à la réalisation de vos objectifs personnels et vous éprouvez le sentiment durable de votre valeur. Bon à savoir, le dépressif n'est dépressif que parce qu'il n'a qu'un seul et unique projet, celui d'être aimé. Vous avez besoin de vous sentir utile et responsable, pas seulement d'être aimé. Et pour moins dépendre d'un partenaire quel qu'il soit, vous avez besoin de réussir quelque chose qui vous donnera un sentiment de fierté et d'estime personnelle. C'est en vous engageant dans des actions concrètes que vous allez redorer le blason de votre estime personnelle. Et pour vous réaliser, vous épanouir, il vous faut savoir ce que vous voulez vraiment. Beaucoup de gens, en effet, souffrent de ne jamais se fixer d'objectifs précis. Leur existence, à l'image d'un bateau ballotté par les vagues, est poussée de ci de là. Sénèque, dans l'Antiquité, le disait déjà. Il n'y a de vent favorable que pour celui qui sait où il veut aller. Sans objectif, c'est le risque de la dispersion, de l'action sans but, le contraire de l'efficience. Avec le laisser-aller, l'existence devient fade et le sentiment d'inutilité guette. L'épanouissement personnel est intimement lié à la poursuite et à la réalisation de nos objectifs. En se fixant des objectifs, on pose les bases pour mieux réussir sa vie. Il meurt longtemps celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant toujours les mêmes chemins, celui qui ne change jamais de repère, celui qui évite la passion,
celui qui ne change pas le cap, celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves. Pablo Neruda. Se fixer des objectifs sans attendre l'approbation ni le soutien affectif d'une personne de référence, c'est agréable mais pas indispensable, vous aidera à discerner parmi vos envies celles qui sont primordiales, essentielles et conformes à vos valeurs. Il y a 2 choses qui poussent les gens à réussir, l'espoir et le désespoir. Anthony Robbins. Mais Rome n'a pas été bâtie en un seul jour. Anthony Robbins, un coach américain bien connu, organisateur de nombreux séminaires de développement personnel, disait « Sur 1 an, vous vous mettrez toujours la barre trop haut. Sur 10 ans, vous n'imaginez pas ce que vous pouvez réaliser. Lorsque trop souvent, la peur dirige notre vie, au point de nous faire prendre des chemins allant à l'encontre de ce que nous sommes, notre être profond souffre et c'est la déprime. Pour s'en extraire, regardons nos peurs en face, car c'est la seule façon de les surmonter. » 3e exercice. Avez-vous conscience de l'incidence de la peur dans votre vie? Savez-vous de quoi vous avez le plus peur? Et savez-vous quels sont les désirs profonds que cachent vos peurs? En identifiant vos peurs, vous allez repérer à quel moment elles se manifestent et reprendre du pouvoir pour agir contre vents et marées en gardant le cap dans la direction de vos objectifs essentiels. Si vous avez un objectif clair et raisonnable, il faut vous lancer, malgré l'appréhension, malgré la crainte de l'inconnu, en sachant qu'un excessif besoin de sécurité vous a peut-être empêché de quitter une relation ou un emploi qui ne vous convenait plus. Comment se fixer des objectifs? Un premier exercice consiste à libérer votre imagination. Exercice 4. Écrivez ici les 7 choses les plus importantes que vous aimeriez obtenir par magie. Laissez-vous rêver en grand. Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit sans vous censurer. À partir du moment où vous émettez une intention et qu'elle vous met en joie, notez-la. Il sera possible dans l'exercice suivant de la passer au crible du rationnel. Mais pour l'instant, laissez parler votre imagination. Dans l'exercice 5, on va faire le tri et définir un premier objectif raisonnable, mais suffisamment ambitieux pour apporter un vrai changement dans notre vie. Dans l'exercice 6, on va écrire quoi et pourquoi. Tout cela serait vraiment formidable pour nous. Tout le bien que nous allons en retirer. Notez que cela va changer pour vous. Comment vous allez vous sentir? Le but de cet exercice est de vous donner le goût d'atteindre votre but en commençant à en ressentir les bienfaits. Construisez dans votre esprit le temple de votre réussite et visitez-le régulièrement, c'est-à-dire relisez régulièrement ce que vous avez écrit. Pour concrétiser vos objectifs, vous aurez besoin des outils suivants. Premièrement, l'analyse rationnelle des ressources. Pour réussir ce qu'on entreprend, il faut s'assurer de pouvoir disposer de tout ce dont on aura besoin pour réaliser son objectif. Ai-je les ressources matérielles? Sinon, comment les obtenir? Soit maintenant, soit plus tard. Ai-je les aptitudes? Sinon, comment les obtenir? L'engagement vis-à-vis de soi-même. La décision vous engage vis-à-vis de vous-même. Êtes-vous prêt à en payer le prix en effort, courage et persévérance? Soyez aussi entreprenant qu'optimiste. Quand l'imagination et la volonté sont en accord, l'une ne s'ajoute pas à l'autre, mais l'une se multiplie par l'autre. Agissez, vous pouvez remplacer la formule de Coué. Chaque jour est à tout point de vue, je vais de mieux en mieux par chaque jour et à tout point de vue, j'agis de mieux en mieux. La programmation temporelle. S'attaquer à un grand objectif peut vous paraître une entreprise énorme pour laquelle vous doutez de vos capacités. C'est normal. Fixez-vous des étapes intermédiaires qui vous rapprocheront de l'accomplissement de vos rêves. Votre confiance s'affirmera après chaque étape intermédiaire atteinte. Votre objectif étant nanti d'un délai raisonnable, 6 mois, 1 an, 2 ans, chaque étape qui passe vous rapprochera de vos buts. Les petits ruisseaux font de grandes rivières. Il sera toujours possible de vous donner un délai supplémentaire en cas de besoin. Mais quelle joie lorsque vous réaliserez une étape avec un temps d'avance. 4. Faire un plan d'action. Écrivez le nom de votre objectif sur une page de votre carnet de route. Notez un délai d'exécution raisonnable sous le nom de votre objectif et décomposez-le en objectifs plus petits et plus faciles à atteindre, à court terme, à moyen terme et à long terme.
Pour vous entraîner, définissez les tâches à accomplir lors des périodes suivantes. Je le ferai dans les 3 prochains jours. Fixez-vous des priorités et pourquoi pas fixez-vous un objectif au début de chaque journée. Je le ferai la semaine prochaine. Je vais le faire chaque semaine. Je le ferai dans les prochains mois. Je vais le faire dans les 6 prochains mois. Inscrivez cela sur votre carnet de route qui vous sert de boussole et cela vous évitera le vilain mot de procrastination. Vous êtes votre meilleur ami. Suivez l'évolution de vos progrès étape par étape. Ils aiguillonneront votre dynamisme et vous encourageront à persévérer. En notant régulièrement dans votre carnet de route vos progrès, vous arrivez à rester motivé car vous validez le chemin parcouru. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Goethe. Sachez reconnaître les moments où vous avez atteint une étape de votre objectif et célébrez-la comme il se doit. Faites-vous de petits cadeaux à chaque petite réussite. Prenez le temps d'être heureux, de célébrer une avancée dans l'accomplissement de votre objectif. Bon à savoir. Le fait d'éprouver le sentiment de la réussite à chaque étape vous motivera à progresser. Programmez d'autres objectifs en appliquant la même méthode. Définissez-en les étapes et n'oubliez pas qu'un objectif clair doit être concret, réaliste, réalisable et positif. Le vaniteux fait dépendre son propre bonheur de l'activité d'autrui, le voluptueux de ses propres sensations et l'homme intelligent de ses propres actions. Marc Aurèle. Exercice 8. Vous allez mentionner maintenant tout le bien que vous pouvez obtenir par vous-même grâce à la réalisation de vos objectifs et remerciez-vous. Vous signifiez ainsi à votre enfant intérieur que vous devenez un bon parent pour vous-même et que votre partenaire amoureux n'est pas votre parent nourricier. 9e exercice. Notez dans une colonne, à gauche, les objectifs essentiels dont la réalisation vous tient à cœur. Et en face, dans la colonne de droite, ce que cela apportera de nouveau dans votre vie. Les bénéfices. Pour clore ce chapitre, vous pouvez méditer la parole d'un sage. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Confucius. Mon point coaching. Quel objectif personnel et qui ne dépend pas de ma situation affective vais-je mettre en avant? Et on écrit. Quelles en sont les étapes? Et on écrit aussi. Quatrième semaine. Construire l'écologie de la relation. Un homme me raconte. J'ai été élevé par ma mère comme un petit roi, elle était très fière de moi, elle me disait toujours que j'étais le plus beau, le plus intelligent. Elle me remplissait de bonheur et quand elle est décédée, je n'ai jamais pu la remplacer ni par l'alcool, ni par la nourriture ou diverses drogues, encore moins par une femme. L'écrivain prix Goncourt célèbre Romain Gary écrit dans son roman autobiographique La promesse de l'aube « Ce fut seulement aux abords de la quarantaine que je commençais à apprendre. Il n'est pas bon d'être tellement aimé si jeune, si tôt. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu. Je ne dis pas qu'il faille empêcher les mères d'aimer leurs petits. Je dis simplement qu'il vaut mieux que les mères aient encore quelqu'un d'autre à aimer. Si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. » Alléger l'ego. Le célèbre compositeur Brahms est souvent tombé amoureux de femmes avec lesquelles il aurait pu avoir une vie amoureuse normale, mais selon ses biographes, il ne pouvait avoir de relations sexuelles qu'avec des prostituées. En effet, l'amour infantile qu'il portait à sa mère l'empêchait de poursuivre toute relation durable avec une femme. Lorsque sa mère mourut, il fit, paraît-il, cette déclaration. « Je n'ai plus de mère, il faut que je me marie », ce qui en dit long sur son attachement à sa mère. Et Brahms ajouta aussi « Pour moi, le mariage ressemble à l'opéra. Si je composais un opéra et que malgré tous mes efforts, c'était un échec, j'en écrirais certainement un autre, mais je ne peux me décider ni pour mon premier opéra, ni pour mon premier mariage. » Bon à savoir. Après avoir été mis sur un piédestal par l'un ou l'autre de ses parents, peut rendre dérisoire, fade et de piètre intérêt chaque rencontre amoureuse. Cela ne favorise pas la rencontre intime avec un alter ego à qui l'on ferait une vraie place. Quoi qu'il en soit, du comportement des parents, la construction de notre identité personnelle suit certaines étapes qui peuvent exacerber l'image de soi. À l'adolescence, par exemple, le jeune enfant fait sa mue et le « moi, papa, maman » se métamorphose en « moi, moi, moi ». Un « moi » qui a d'autant plus besoin de se distinguer que son enfance a été carencée. Au cours de ce processus, certains êtres sont obnubilés par leur ego
et n'atteignent jamais l'âge adulte caractérisé par un juste équilibre de moi et les autres. Se faire remarquer devient leur préoccupation essentielle. La boursouflure de l'ego peut atteindre des sommets. Mais cet ego, qui est bien souvent trop gros et gras, n'aurait-il pas besoin d'être un peu allégé? Cela faciliterait les rapports humains. L'ego ne cherche qu'à se rendre important à ses yeux ou aux yeux des autres. Il s'efforce plus ou moins passionnément de se rendre important par ses attributs divers. Les fringues, la voiture, le mari, le chat, engagement politique, les enfants ou un métier. Il y a pas mal à cultiver un peu de fierté, si cela signifie avoir une image de soi positive qui se manifeste par une volonté d'accomplissement et de dépassement de soi. Le jour où les savants découvriront l'emplacement exact du centre de l'univers, c'est fou le nombre de gens qui vont être déçus que ce ne soit pas eux, Woody Allen. Nous sommes alors bien évidemment dans le refus d'accomplir des actes que l'on estime de nature à nuire à cette image positive que nous avons de nous-mêmes. Cette fierté n'est pas à confondre avec la vanité qui se caractérise par la volonté de n'admettre aucune remise en cause et de se maintenir dans l'autosatisfaction béate. Une fierté juste se rapporte plutôt à l'opinion que nous avons de nous-mêmes compte tenu de nos actes, tandis que la vanité se rapporte à l'image flatteuse que nous voudrions que les autres aient de nous. La vanité peut conduire à l'arrogance, et l'arrogance, quant à elle, est une attitude qui se manifeste par des manières hautaines, blessantes à l'égard d'autrui. C'est une attitude méprisante aux dépens de la considération due aux autres personnes. L'ego, en se gonflant comme la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, comme dit La Fontaine, peut être qualifié de narcissique dans la mesure où il n'a d'autre objectif exclusif que lui-même et peu lui importe le moyen qu'il emploie pour recevoir de l'attention. Séduction, tromperie ou violence. L'ego narcissique hisse son petit moi plus ou moins infantile sur un piédestal et pour ce faire a besoin du jugement des autres dont il est terriblement dépendant malgré lui. L'ego narcissique est un carnivore ou cannibale. Il se nourrit de l'attention des autres par le charme et la séduction qu'il déploie en vue de développer sa notoriété. Animé exclusivement par le besoin de briller, il a besoin de se sentir conforté par le biais de la réussite ou de la renommée, ou bien encore, insatisfait et sous le coup de son intolérance à la frustration, il se réfugie dans la violence. La question de l'ego est cruciale, car sans être névrosé ou un pervers narcissique, cela nous concerne tous puisque nous avons tous besoin de le construire pour persévérer dans notre être. Cependant, un ego hypertrophié est un ego malade. Alors que le sage balayera la cour tranquillement parce qu'elle a besoin d'être balayée, l'ego narcissique ne s'en occupera que si on lui dit que c'est une forme de yoga ou de méditation zen et que tel sage bien connu l'a fait. L'ego narcissique est malade de son besoin de reconnaissance, un virus mental qui fait bien plus de dégâts que le virus du sida. Sous l'emprise de cet impératif besoin, on tue pour faire parler de soi, on viole ou bien l'on déprime. Il a dit ça me démolit. Entend-on proclamer, c'est la formule classique. Quelle est la nature de ce mal qui affecte les égos? Exercice 1. Pour alléger l'ego. Qu'est-ce que j'ignore et souhaite encore apprendre pour mieux me comprendre et mieux comprendre les autres? Deuxième question. Quelle qualité vais-je devoir renforcer pour atteindre mes objectifs? Un thérapeute trop méconnu, Fritz Kunkel, avait remarqué que l'activité mentale peut être soit égotélique, soit ontotélique, c'est-à-dire préoccupée de soi-même, narcissisme, ou des réalités extérieures à soi. Fritz Kunkel est un médecin allemand né en 1889 et décédé en 1956 aux États-Unis où il avait émigré. Il a étudié à Munich et Berlin avant de s'installer dans les spécialités de neurologie et de psychiatrie à Berlin. Mais peut-on se passer du regard et du jugement des autres? C'est bien difficile car depuis notre plus jeune âge, on a passé des années à être évalué, critiqué ou loué. Et l'enfant intérieur qui sommeille en nous est peut-être demeuré avide de ce besoin de reconnaissance. Cependant, un adulte ne peut être libre et mature que dans la mesure où il a pu se libérer de la recherche anxieuse d'une valorisation grandiose par un papa-maman idéal, patron, parti ou partenaire amoureux. On ne peut s'intéresser vraiment au monde qui nous entoure et se laisser émerveiller que dans la mesure où l'on se préoccupe moins de l'image que telle ou telle personne nous renvoie et que dès lors on se rend capable de retrouver l'innocence et la curiosité naturelle pour toute chose d'un tout jeune enfant. Mais hélas, l'ego narcissique, lui, utilise sa souffrance pour se complaire dans ses lamentations
de pauvre victime et se faisant enfermer dans sa plainte et dans l'incapacité de s'émerveiller et de s'intéresser à quelqu'un d'autre que lui. On remarque tous les jours que dans les relations interpersonnelles, trop souvent l'ego est en lutte pour avoir le dessus et imposer son point de vue, c'est-à-dire avoir raison. Pour aller plus loin, méditation. Et si vouloir avoir raison n'était pas bien souvent qu'une volonté d'être aimé? Eckhart Tolle disait « Bien entendu, pour que vous ayez raison, quelqu'un doit avoir tort. L'ego adore donc donner tort puisque cela lui donne le droit d'avoir raison. Autrement dit, vous devez donner tort aux autres pour acquérir un sens plus fort de l'identité. » Pour une écologie relationnelle, il s'agit d'élaborer de nouveaux modes de relation avec soi-même, en couple et avec les autres, de créer des liens justes au-delà du narcissisme. Avec soi-même. Rappelons que pendant des siècles, les femmes ont été conditionnées à plaire aux hommes pour trouver un mari. Et comme l'a dit Alice Miller, les femmes étaient prêtes à payer pour leur sécurité au prix de l'humiliation et de la violence. Pour obtenir de l'amour, le dépendant affectif donne trop de son temps et de son énergie et s'aliène ainsi dans ses capacités à se réaliser pleinement. Halte à l'autosabotage. Prenez soin de vous en priorité avec toute l'attention d'un parent idéal. Soyez pour vous-même ce parent idéal. Exercice 2. Chaque jour, vous pouvez faire quelque chose qui vous rend heureux, jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Vous pouvez noter ici. Aujourd'hui, je prends soin de moi en me faisant un cadeau, allant chez le coiffeur, m'accordant une sieste, lisant, cuisinant un bon petit plat, se préparant un bain relaxant, faisant un jogging, allant à la piscine, etc. Et vous pouvez continuer à noter. Demain, je vais me faire du bien en. Notez ce que vous aimez faire et ce qui vous met en joie. Deuxième exercice. Et d'ici à 1 an, d'ici à 5 ans, d'ici à 10 ans, notez toutes les bonnes choses que vous avez prévues de faire pour vous. Avec l'auto-empathie, soyez votre meilleur ami. Et maintenant, vous pouvez imaginer que le jour où vous serez très âgé, après avoir une vie bien remplie, quelqu'un viendra à qui vous aimerez vous confier pour faire le bilan de vos réussites. Troisième exercice. Qu'aimeriez-vous pouvoir évoquer? Prenez le temps de l'écrire en notant tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez mettre ce texte dans une enveloppe et écrire dessus « À mon enfant intérieur ». S'intéresser un peu plus aux autres et moins exclusivement à soi permet de moins souffrir de dépendance affective. Oui, sans doute dans la mesure où celui qui s'intéresse sincèrement aux autres pour ce qu'ils sont et non pour la reconnaissance qu'ils peuvent leur apporter, garde un cœur léger. Avec un partenaire amoureux. Vous êtes en dépendance lorsque vous attendez trop de votre partenaire, lorsque vous attendez plus qu'il ou elle ne peut ou ne veut vous donner. Quatrième exercice. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux échanger et qu'est-il possible d'échanger actuellement avec cette personne? Par l'esprit, par exemple. Dialogue, communication, partage, intérêt commun. Par le cœur. Sentiments, tendresse. Par le corps. Contact physique et sexualité. Vous pouvez aussi vous permettre de poser des limites quelle que soit la richesse de vos sentiments. Exprimez doucement mais fermement ce qui ne vous convient pas. Pour vous aider dans le refus, lorsqu'il est nécessaire, vous pouvez vous exprimer clairement en spécifiant votre intention. Je ne te rejette pas toi, mais ce que tu me proposes en ce moment, c'est ce que tu me proposes en ce moment que je rejette, car ça ne me plaît pas. Avec les autres. Alfred Adler a remarqué que l'on ne peut sortir totalement de la névrose qu'en s'intéressant aux autres. C'est ce qu'il appelait le sentiment social. Bien sûr, dans une première étape de libération de la souffrance, il s'agira de s'intéresser davantage à soi-même, et ce, avec le concours éventuel d'un thérapeute dont on se nourrira de la bienveillance. Pour une communication efficace avec les autres, afin d'éviter les conflits inutiles, il convient de suivre certaines règles. Première étape. J'observe et j'écoute. Apprendre à communiquer, c'est d'abord faire silence et apprendre à écouter, ce qui suppose, en faisant taire tous les a priori et interprétations de mon mental, que j'évite d'interrompre mon partenaire. Je reformule de manière interrogative les propos de mon interlocuteur pour voir si j'ai bien compris. Cela peut se faire sous la forme de « Est-ce là que tu veux dire ?» J'exprime mon ressenti.
ce que les propos de l'autre me font, sentiments, émotions, sans reproche ni critique. Je formule mes besoins en exprimant ce que je ne peux accepter et je demande clairement ce qui pourrait, j'emploie le conditionnel, contribuer à mon bien-être, sachant que je peux tout demander si je n'exige rien. Et réciproquement, je m'informe avec empathie de ce qui pourrait contribuer au bien-être de l'autre. Déjà dans l'Antiquité, Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, disait « Accoutume-toi à prêter sans distraction l'oreille aux paroles des autres et entre autant qu'il se peut dans la pensée de celui qui parle. » En analyse transactionnelle, on distingue 4 positions de vie. Le concept de position de vie, très largement utilisé en communication et coaching, est un des concepts clés de l'analyse transactionnelle. La position de vie est la valeur que je m'accorde face à l'autre et que j'accorde à l'autre face à moi avec l'idée positive, c'est OK, ou négative, ce n'est pas OK, que j'ai de moi et des autres. Voici les 4 positions. Position négative de supériorité, qui s'arme de la critique et sous-entend « je suis OK, tu n'es pas OK ». La dynamique est plutôt agressive. Soit j'envisage l'autre de manière condescendante, soit je l'envisage d'une manière hautaine. C'est une position d'arrogance vis-à-vis de l'autre. Position d'infériorité. C'est une position qui sous-entend « je ne suis pas OK, mais toi tu es OK ». C'est une position qui se traduit par une dévalorisation de soi. L'autre ou les autres sont beaucoup mieux que moi. Ils y arrivent mieux, ils sont plus heureux et je n'y arrive pas. Dans une telle position, je vais fuir l'autre. La dynamique est celle de l'évitement et l'attitude est dépressive. À minima, j'évite d'exprimer mes besoins. La position de sabotage. Je ne suis pas OK, tu n'es pas OK. C'est la position dépressive majeure. Je ne me fais pas confiance et je ne fais pas confiance à mon interlocuteur qui ne peut que me tromper. Dans cette position, je ne peux qu'être une victime. C'est peut-être la position adoptée par un enfant dont les parents lui ont fait comprendre qu'il n'était pas le bienvenu, qui a grandi dans un milieu difficile et qui n'attend rien de personne. Il a une image de lui-même et du monde négative. À l'extrême, ce type de position peut amener vers le suicide ou l'asile. À minima, on va rester dans l'impasse. Citons avec humour. Quand j'ai été kidnappée, mes parents ont tout de suite agi. Ils ont loué ma chambre. Woody Allen. Position idéale. Je suis OK, tu es OK. Je ne me dévalorise pas, je ne te dévalorise pas. Je te respecte comme je me respecte lorsque je ne me dévalorise pas et que je ne te dévalorise pas. Collaborons et cherchons les points d'entente. Cela implique que je considère ce que tu me dis dans mon attitude et que j'envisage notre rapport sous l'angle de la coopération et du partage. Le célèbre thérapeute Milton Erickson qualifie cette position de confiance fondamentale. Les comportements assertifs correspondent à une position de vie idéale. Je suis OK, vous êtes OK. Ils sont fondés sur une estime de soi positive et une reconnaissance de l'autre. Pour s'ouvrir aux infinies possibilités de nouvelles relations plus enrichissantes, il convient de découvrir que le monde extérieur n'est pas toujours dangereux et qu'on peut se sentir en sécurité en dehors de son cercle familial et intime. Il convient aussi de se libérer de la fallacieuse conviction que nous sommes fondamentalement séparés du reste du monde. Car alors, pour citer le maître indien Swami Prajnapada, nous ne vivons plus dans le monde, mais dans notre monde. Faisons place à l'autre. Un être humain est une partie limitée dans le temps et l'espace. Il fait l'expérience de ses pensées et de ses sentiments comme quelque chose séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est pour lui une prison qui se limite à ses désirs personnels et à l'affection pour les quelques personnes de son entourage. Sa tâche est de se libérer par lui-même de cette prison en élargissant son cercle de compassion jusqu'à y inclure toutes les créatures vivantes de la nature entière dans toute sa beauté. Albert Einstein. Il existe un exercice puissant, assez simple, que j'ai commencé à utiliser il y a de nombreuses années. Lorsque sur mon chemin je rencontre une personne ou un animal, la première pensée qui me vient est « Je vous souhaite le bonheur, je te souhaite du bonheur ». Cela change complètement ce qui se passe entre vous et cette personne. Je dis cela par expérience personnelle. Richard Gere. Je suis moins obsédée par mon bien-être car je m'intéresse au monde qui m'entoure. Alléger l'ego, c'est ce qui réduira à coup sûr les sentiments de colère, de tristesse et d'attachement attachés et associés à la dépendance. Ne vous affligez pas de ce que les hommes
ne vous connaissent pas. Affligez-vous de ne pas connaître les hommes. Confucius. Mon point coaching pour cette 4e semaine. Qu'ai-je décidé pour me faire du bien sans faire appel à une personne avec qui je suis liée affectivement? J'écris. Que vais-je faire pour favoriser l'équilibre du donner et du recevoir dans mes relations? J'écris. 5e semaine. Remettre à neuf sa vie amoureuse pour un nouveau départ. La dépendance trouve son origine dans le refoulement des blessures originelles de l'enfance. Elle est toxique lorsqu'elle vous rend malheureux et ou vous empêche de développer vos compétences, potentialités et talents. La source de nos maux actuels ne provient pas tant des blessures anciennes et de la souffrance originelle que de l'énergie gaspillée dans le déni et le refoulement qui nous éloignent de l'élan créateur. Pour un esprit sage, pour un esprit suffisamment libéré des pesanteurs de l'ego, ou tout simplement réellement adulte, il n'y a pas de mal à accepter d'être ignoré du moment que l'entreprise, l'œuvre à laquelle on dévoue son action après avoir fixé ses objectifs, est florissante, même si cette action revêt l'aspect d'un quotidien ignoré de tous. En effet, la conscience du travail bien fait de l'œuvre réalisée peut procurer un sentiment inconditionnel de satisfaction, tandis que si l'on fait dépendre ce sentiment de satisfaction de l'appréciation de telle ou telle personne, on se crée un problème d'ego. La séparation et le divorce sont parfois vécus comme une tragédie qui met en évidence une grande dépendance affective. Mais la tragédie n'est-ce pas plutôt de mourir à petit feu dans un couple malheureux et sans amour? Une séparation, c'est douloureux, mais quitter quelqu'un qui ne vous respecte pas, c'est vous donner toutes les chances de remettre à neuf votre vie amoureuse. Bien souvent, l'angoisse de la séparation engendre de telles difficultés à exprimer ses désaccords et à communiquer de manière paisible et non violente que finalement cette séparation tant redoutée devient inéluctable même si elle n'était pas souhaitable. C'est donc de cette angoisse dont il faut se débarrasser. À quoi cela vous ramène-t-il? Rappelez-vous, l'abandon ne peut s'appliquer qu'aux enfants. Vous pouvez abandonner le scénario inconscient, ce mirage en trompe-l'œil de l'illusion romantique telle que décrite par le poète du XIXe siècle, Lamartine, qui écrivait « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Oui, le bébé n'a qu'une maman, mais pour vous, aujourd'hui, de nouvelles rencontres sont toujours possibles. Une petite voix me dit que nous ne pouvons jamais savoir si un événement quelconque, une séparation par exemple, aura à long terme des conséquences bonnes ou mauvaises. Pour illustrer cela, je vais vous raconter une petite histoire, attribuée à Lao Tzu. Un vieux paysan possédait un cheval blanc extraordinaire. Un jour, le cheval disparut de son étable. Les voisins rassemblés dirent au vieil homme « C'était prévisible qu'on te vole cet animal. Pourquoi ne l'as-tu pas vendu? Quel malheur !» Le paysan leur répondit « Mon cheval a disparu. Mais comment savoir si c'est un malheur ?» Tous se moquèrent de lui, mais une semaine plus tard, le cheval blanc revint, et il était suivi d'une dizaine de chevaux sauvages. Les voisins dirent alors « Tu avais raison, ce n'était pas un malheur mais une bénédiction. Te voilà riche maintenant. » Le paysan répondit « Je ne dirai pas cela. Mon cheval est revenu avec beaucoup d'autres, mais comment savoir si c'est une chance ou une malchance ?» Or, voilà que le fils du paysan entreprit le dressage des chevaux sauvages. Au bout de quelque temps, l'un d'entre eux le jeta à terre et le piétina. Les voisins dirent alors « Oui, vraiment, ce cheval ne lui a pas porté chance. » Et le paysan rétorqua « Mon fils a perdu l'usage de sa jambe, c'est un fait. Mais comment savoir ce qu'il faut en penser, car la vie se présente par petits bouts. Et que sera l'avenir ?» Quelque temps plus tard, la guerre éclata dans le pays. Tous les jeunes du village furent enrôlés dans l'armée, à l'exception du fils du vieil homme, car il n'était pas en état. Les villageois déclarèrent alors « Ton fils ne peut plus marcher, mais il reste auprès de toi, tandis que les nôtres vont se faire tuer. Tu es privilégié. » Le vieil homme répondit « Vos jeunes sont enrôlés, mon fils reste à la maison. C'est tout ce que nous pouvons dire. Dieu seul sait si c'est un bien ou un mal. La vie se présente par étapes et nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. » Nous sommes bien obligés d'accepter les jours gris, mais sachons profiter au maximum des jours roses, en vivant le mieux possible au présent, puisque nous ne pouvons pas savoir de quoi demain sera fait. En s'apitoyant un peu trop longtemps sur soi, on flatte son ego, mais on perd la capacité de s'ouvrir au renouveau et de s'offrir un nouveau départ. Il ne s'agit pas pour autant, avec l'illusion du romantisme, de se jeter à corps perdu et les yeux bandés dans une nouvelle relation. Le « je suis amoureux » ou le « je suis amoureuse » devient alors prétexte à tout.
Et si ça se passe mal, encore une fois, on finit par croire qu'avec l'amour, on va forcément souffrir. Alors que bien au contraire, la relation amoureuse, juste et non toxique, multiplie les occasions d'être dans la joie. La personne sur laquelle vous vous fixerez ne sera jamais parfaite, mais vous aurez surmonté ce que l'on pourrait appeler le stress post-romantique, qui se manifestait précédemment avec la découverte inattendue que votre partenaire amoureux n'était pas cet équivalent d'un parent idéal qui est là pour vous apporter le paradis sur terre. Vous pouvez, après avoir souffert d'une rupture et dépassé l'étape nécessaire du chagrin, de la tristesse et des pleurs, vous projeter dans l'avenir. Si le divorce ou la séparation était devenu inéluctable, néanmoins, la vie continue. Et cela peut être même une renaissance, en tout cas un nouveau départ. Tout être blessé est contraint à la métamorphose. Boris Cyrulnik. Et si, en prenant son envol, la chenille devenait papillon? Quand une porte de bonheur se ferme, une autre s'ouvre. Mais souvent, nous regardons si longtemps la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui s'est ouverte pour nous. Hélène Keller. Qu'allez-vous entreprendre de neuf dans votre nouvelle situation? Exercice 1. À quelles nouvelles activités allez-vous vous consacrer? Qu'allez-vous entreprendre pour bien prendre soin de vous? Peut-être direz-vous, mais n'avons-nous pas toujours besoin des autres? Et d'une vie amoureuse? La sagesse nous souffle, oui, mais pas dans n'importe quelle condition. Coluche disait avec humour, le couple, c'est trouver des solutions à deux à des problèmes qu'on n'avait pas en étant seul. Il ne s'agit pas en étant en couple de se créer des problèmes qui n'auraient pas lieu d'être si l'on était tout seul. Pour éviter cela, vous pouvez commencer par faire l'exercice suivant. Exercice 2. Quelles sont les situations déplaisantes ou pénibles dans lesquelles je ne veux plus me retrouver? Un exemple classique, je ne veux plus fréquenter quelqu'un qui est engagé ailleurs ou qui n'est pas disponible assez souvent. Et pour bien marquer votre détermination, notez sur un papier. Je refuse de, et de, et de. Faites une liste exhaustive. Ensuite, froissez le papier et jetez-le à la poubelle. Troisième exercice. Dans votre entourage, quelles sont les personnes qui ne vous apportent rien de bon et dont vous préférez vous séparer définitivement? Faites une liste. Quelles sont les personnes avec lesquelles vous souhaitez garder un échange réciproquement fructueux? Faites une liste. Comment et sous quelles conditions? Écrivez. Certes, nous avons besoin de nourriture affective, besoin de savoir que nous sommes aimés aussi bien dans nos relations amicales que de couple, mais nous serons d'autant plus capables d'aller en profondeur vers une autre personne et de partager avec elle en intimité que nous aurons appris à être bien avec nous-mêmes dans les moments et périodes de solitude. La capacité d'être seul, c'est la capacité d'aimer. Maître indien. Cela peut vous sembler paradoxal, mais ce ne l'est pas. C'est une vérité existentielle. Seules les personnes qui ont la capacité de bien vivre une période de célibat sont capables de partager, d'aller en profondeur vers une autre personne sans vouloir la posséder, sans être dépendantes et sans essayer de la réduire à une chose. Finalement, elles sont bien disposées pour une belle histoire d'amour. Aspirer à une vie amoureuse épanouissante n'est pas incompatible avec une vie personnelle riche. Pour un nouveau départ, si vous souhaitez voir se réaliser des changements bénéfiques dans votre vie amoureuse, il conviendra 1. De vous mettre dans un état d'esprit positif. 2. De favoriser les circonstances par votre action. 3. D'appliquer les règles des 4 pôles magiques. Un état d'esprit positif. Épithète, le philosophe de l'Antiquité, disait qu'il est aussi important de chasser les pensées néfastes de notre esprit que d'enlever les tumeurs ou les abcès de notre corps. Même si l'on a vécu des expériences malheureuses, il faut se garder de faire des généralisations abusives du style « les hommes ne pensent qu'à ça et sont infidèles » ou bien « les femmes n'en veulent qu'à mon argent ». À force de se concentrer sur les obstacles et déboires possibles, on finit par les attirer. Pour mettre de votre côté toutes les chances d'une nouvelle belle rencontre, il vous faut faire le ménage en chassant les idées noires, ou plutôt sombres, afin de présenter un visage apaisé, serein, ouvert, souriant et disponible pour le meilleur. Comment? Peut-être est-ce souvent affaire de discipline personnelle, car bien sûr, on ne peut pas éviter tous les désagréments qui peuvent survenir. Mais comme le dit si bien le sage, tu ne peux t'empêcher les oiseaux du malheur de voler au-dessus de ta tête,
mais tu peux les empêcher de faire leur nid dans tes cheveux. Confucius. Le pessimiste est d'humeur, l'optimiste est de volonté. Très belle phrase. C'est un travail à faire, nous le verrons dans le prochain exercice. Exercice 4. Pour vous mettre dans cet état d'esprit, faites régulièrement et chaque semaine la liste des événements positifs, même mineurs, qui vous sont arrivés. Le défi qui est proposé à votre mental consiste à développer des sentiments positifs et stimulants comme la gratitude, la confiance, la détermination. Ils sont le carburant qui alimente nos désirs. En sachant mieux apprécier la vie, vous cesserez de reprocher à votre partenaire ses imperfections. Il sera toujours imparfait, c'est un être humain. En consacrant le plus souvent possible toute votre attention aux sentiments positifs qui vous animent, vous arriverez plus vite à atteindre vos objectifs car vous dégagerez de bonnes vibrations. Il n'est point nécessaire de méditer 10 à 15 heures par jour pour cela, mais il est indispensable de prendre l'habitude de cultiver un état d'esprit positif pour obtenir ce dont on a besoin. Pour garder un état d'esprit sain, il conviendra de s'astreindre à une certaine discipline. Vous pouvez veiller le plus souvent possible à nourrir votre esprit avec de bonnes sources. Vous allez filtrer et sélectionner vos informations. Et vous choisirez les activités qui vous épanouissent vraiment. Vous éviterez les personnes toxiques et cultiverez des relations qui vous font du bien, qui sont nutritives. Vous allez aussi, le plus souvent possible, accueillir ces deux amis que sont le rire et l'humour. Ils seront fréquemment vos invités. Avec un état d'esprit positif, vous vous permettez d'accueillir vraiment ce que vous voulez dans une relation et d'en ressentir à l'avance une satisfaction certaine. Mais attention, la plupart du temps, nous tombons dans le piège de la dépendance affective lorsque nous tentons d'obtenir d'une seule et même source l'énergie ou la nourriture affective dont nous avons besoin. Car quelle que soit la richesse de la relation, il y aura toujours quelque chose que notre partenaire ne pourra pas nous donner et que nous trouverons ailleurs. Si vous faites dépendre votre bonheur d'une seule et même personne, vous prenez le risque d'être à l'affût du moindre écart de conduite susceptible de vous décevoir. Notre inclination à vouloir combler nos besoins affectifs par le truchement d'une seule et même personne témoigne d'un attachement aux étapes infantiles de l'amour. On peut faire grandir l'enfant intérieur en s'ouvrant à toutes les vastes possibilités que la vie nous offre. Favorisez les circonstances. Certes, la bonne humeur vous prépare à la meilleure rencontre, ou à améliorer celle existante, mais il ne faut pas croire que cela suffira. Il manque quelque chose à la méthode Coué. Ça ira, ça ira, ça ira. Et à sa version moderne dite loi d'attraction. Il faut dépasser la pensée magique et faire preuve de réalisme. Pour être fécond, l'optimisme doit s'accompagner de l'action appropriée. On va remplacer la formule « chaque jour et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux » méthode Coué, par « chaque jour, je fais de mieux en mieux », c'est-à-dire qu'on s'engage vis-à-vis de soi-même à agir de mieux en mieux. Il est bon d'avoir la conviction que vous avez le pouvoir d'influencer le cours de votre vie, mais ce sera grâce à vos actions concrètes. Peut-être faudra-t-il éviter d'aller en vacances une fois de plus avec votre ex-belle-mère, avec laquelle vous vous entendez si bien, ou bien avec une bonne copine avec laquelle vous aimez vous retrouver si souvent. Vous faites de votre mieux en allant vers de nouvelles personnes, et même si l'inconnu fait toujours un peu peur, c'est normal. Surpassez-vous, tremblez s'il le faut, mais osez, et gardez le cœur et l'esprit ouverts. La Terre est remplie d'individus avec lesquels nous pourrions vivre en merveilleux compagnonnage. John Gray. 5e exercice. Comment allez-vous développer votre réseau social ? Action numéro 1, écrivez. Action numéro 2, écrivez. Action numéro 3, écrivez. Avec les personnes que vous connaissez déjà, comment allez-vous enrichir vos rapports humains actuels ? Écrivez. Les rendre plus chaleureux ? Écrivez. Appliquez les règles des 4 pôles magiques. En préambule, une petite histoire. Un jour, rencontrant 2 célèbres comédiens, Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, un journaliste leur demanda s'ils regardaient la télévision. Madeleine répondit que oui, ça lui arrivait de temps en temps. « Et vous » demanda le journaliste à Jean-Louis Barrault, qui, interrogé à son tour, répondit « Moi, je regarde Madeleine ». Faut-il réduire l'amour à la romance sentimentale de la rencontre, ou bien encore le mettre sous le joug d'Eros, sous l'emprise de cette flambée hormonale qui attise le désir et déclenche les comportements de recherche passionnés du partenaire. Si Eros n'est pas bridé et maîtrisé par les rênes de la volonté, il mène à la passion.
à l'empire des sens. C'est l'amour fou, un amour cannibale, dont l'animal symbole est le crocodile. On dévore et on se fait dévorer. En dehors de l'attirance physique, si puissante soit-elle, une relation de couple ne perdure que parce qu'il s'est établi un rapport de confiance et de complicité. On fait parfois l'erreur de dire que la personne dépendante aime trop, mais on n'aime jamais trop quand il s'agit d'un amour sain et véritable. Peut-être tout juste on s'y prend mal. Peut-être y a-t-il plusieurs manières d'exprimer son amour. C'est ce que nous explique et développe Gary Chapman dans son ouvrage best-seller « Les 5 langages de l'amour ». Selon ce psychologue et thérapeute, il convient de bien prendre conscience que nous n'avons pas tous les mêmes façons habituelles de manifester notre amour et cela peut provoquer de dramatiques malentendus. On peut distinguer 5 façons d'exprimer son amour. Première façon. Dans une relation amoureuse, pour les uns, l'important ce sera avant tout les compliments. Langage numéro 1. Tu es chouette habillé comme ça, ton repas est délicieux, tu es un très bon bricoleur, je te remercie pour l'aide que tu m'as apportée. 2. Pour d'autres, ce seront les moments de qualité passés ensemble. Langage numéro 2. Pour profiter du bon temps à deux, en allant par exemple au restaurant, au cinéma ou en se promenant juste main dans la main. 3. Certains sont plus sensibles aux cadeaux. Langage numéro 3. Cela peut être un petit cadeau comme un simple bouquet de fleurs ou le vêtement qui avait plu à monsieur dans la vitrine. 4. Une autre manière d'exprimer ses sentiments peut se manifester par le biais de rendre service. Langage numéro 4. Gary Chapman nous dit « J'entends par là tout ce qui, à votre connaissance, ferait plaisir à votre conjoint. Cuisiner, mettre la table, passer l'aspirateur, nettoyer, changer les couches du bébé, repeindre la chambre à coucher, entretenir la voiture. » 5. Enfin, le 5e langage, c'est bien sûr le toucher physique. Les étreintes, les caresses tendres et pas seulement à visée sexuelle. De quoi avez-vous surtout besoin ? Que sont les 4 pôles magiques ? Ce sont les 4 fonctions relationnelles de base qu'il faut savoir utiliser à bon escient avec son partenaire. Donner, recevoir, demander, refuser. Il est important de refuser ce qui ne nous convient pas. Une trop grande dépendance affective nous fait garder le silence. Par peur du rejet, on se coule dans le moule du partenaire pour ne pas lui déplaire, espérant sauver le couple, alors que cette passivité, voire cette soumission ne garantit en rien la pérennité d'une relation dans laquelle le respect de la personne de chacun n'est pas assuré. Aimer ne vous engage pas à tout accepter. Vous n'avez pas vocation au martyre. Il nous faut du courage parfois pour oser dire avec délicatesse, dans le respect, mais avec fermeté, que nous aimons ceci, mais ne supportons pas cela. Exercice 6. Quels sont les comportements que vous n'accepterez plus jamais, quel que soit le partenaire ? Écrivez. Qu'est-ce qui me blesse ou m'insupporte le plus dans ce que mon conjoint fait ou omet de faire ? Écrivez. Si vous donnez trop sans recevoir, vous finirez par nourrir des ressentiments contre votre partenaire ou par déprimer. Tout amour a ses limites. Si vous restez dans l'attente que votre partenaire comprenne enfin ce que vous espérez, peut-être allez-vous finir par vous désespérer et le quitter pour un autre sans avoir réglé le fond du problème. En matière de dons, il y a le don de soi, le dévouement excessif. Il peut nous arriver d'avoir pris l'habitude de prendre les autres à charge, comme autrefois nous avons dû porter émotionnellement un père ou une mère dépressif ou trop immature. Votre partenaire n'est pas dans votre tête, il ne devine pas tout. Il est important de demander pour éviter les malentendus. Exemple, votre partenaire vous fait volontiers des cadeaux, langage numéro 3, mais jamais de compliments, langage numéro 1. Il faudra donc demander. Pour cela, la difficulté sera peut-être de se débarrasser de quelques illusions. L'illusion, par exemple, qui me fait espérer que la personne la plus importante pour moi finira bien par m'apporter ce qui me convient après tout ce que j'ai fait pour elle. Mais comment le devinera-t-elle si je ne fais qu'attendre que ça arrive ? Dans vos requêtes, il faudra bien entendu éviter de vous plaindre. Tu n'as pas fait ceci ou cela, tu aurais dû, pourquoi n'as-tu pas, etc. Accabler votre conjoint de reproches ne le mettra pas en de bonnes dispositions à votre égard. Ce serait du terrorisme relationnel. Il ne s'agit pas de se hérisser comme 2 coqs en bataille. La bataille des égaux. Un thérapeute américain, John Gottman, nous dit dans son ouvrage Why Marriage Success or Fail qu'il faut distinguer entre exprimer son besoin et indisposer son conjoint à coups de critiques. Ce n'est pas la même chose. Avec humour, il appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse les 4 éléments les plus destructeurs dans une relation de couple. La critique, le mépris,
le repli sur soi et l'habitude de se mettre sur la défensive. Quand une quelconque autorité cherche à nous opposer sa volonté, nous nous bloquons. L'astuce est d'attendre le moment favorable, de s'exprimer dans la cordialité et de faire preuve d'un peu de patience. Ainsi vous obtiendrez ce que vous désirez. La bonne formule est « je peux tout demander si je n'exige rien ». Exercice 7. Qu'ai-je le plus souvent réclamé à mon conjoint? Faites une liste. Qu'ai-je omis de réclamer? Faites une liste. Qu'est-ce qui est indispensable dans ma relation amoureuse? Écrivez. Qu'est-ce qui est secondaire? Écrivez. Exercice 8. Dressez la liste des qualités pour lesquelles vous voulez être apprécié et plus encore aimé. Faites la liste des marques d'attention qui vous rendent heureux et que vous souhaitez recevoir. Quelle est ma façon d'exprimer généralement mon amour à mon conjoint? Notez, si par exemple vous choisissez d'habitude de lui rendre service, il est probable que vous estimerez son amour au nombre de fois où lui aussi a fait de même, en s'efforçant de vous rendre service. Mais n'a-t-il pas aussi cherché à exprimer son amour par un des 4 autres langages, sans que vous y ayez prêté assez attention? Paroles valorisantes, moments de qualité, cadeaux, caresses. Et si vous ignoriez ce qui lui tient à cœur? Et s'il ignorait ce qui compte vraiment pour vous? Peut-être suffirait-il de communiquer un peu plus. Bien des couples ont pu durer parce qu'ils ont su rompre à temps le silence qui masquait de graves frustrations, parce qu'ils ont su dire quand ça n'allait pas et se parler avant que la relation ne se dégrade trop. Trop de négligence à communiquer, à demander, empoisonne les couples. Si nous nous laissons endormir par les non-dits, nous courons le risque de voir un jour les problèmes nous exploser à la figure. Exercice 8. Qu'avez-vous demandé et que vous avez régulièrement omis de faire part à votre partenaire? Donner et recevoir. Vous avez le droit de désirer plus tout en appréciant avec gratitude ce que vous recevez déjà. N'omettez pas pour autant de valoriser les petits gestes et attention de votre partenaire à votre égard et de remercier. Soyez exigeants en amour, mais n'attendez pas le prince charmant ou la princesse idéale. Quel serait le conjoint idéal pour moi? Posez-vous quand même la question. Quel serait le conjoint idéal pour moi? Cela juste pour méditer un peu sur vos besoins. Si j'avais le conjoint parfait, tout en sachant que nul n'est parfait, quelles seraient ses qualités? Qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce qui est secondaire? Mais surtout, arrêtez de penser à une personne en particulier et à ce que vous voudriez qu'elle vous apporte. Ce n'est pas d'elle que vous manquez, c'est du soutien et de l'amour dont vous avez besoin, quelle que soit la personne qui vous l'apporte. Faites la part des choses entre ce que la personne que vous fréquentez peut ou ne peut pas vous apporter et tirez-en les conclusions. Rester ou ne pas rester, rompre ou ne pas rompre, réaménager la relation en communiquant mieux, c'est à vous de choisir. Exercice 10. Le portrait de ce conjoint idéal servira juste à vous indiquer le ou les langages de l'amour auxquels vous êtes le plus sensible. Vous tiendrez compte des 5 langages de l'amour décrits par Gary Chapman. Les compliments, les moments de qualité passés ensemble, les petits cadeaux surprises, les services rendus. Quelle marque d'attention dont j'ai besoin puis-je demander en priorité à mon partenaire? Écrivez. Si vous avez l'impression d'avoir connu des jours heureux avec votre conjoint et que les choses ont changé, demandez-vous. À l'époque, qu'est-ce que j'aimais particulièrement chez mon conjoint? Que disait-il? Que faisait-il? Qu'est-ce qui nourrissait mon désir d'être auprès de lui? Ces souvenirs peuvent vous donner une idée de ce qui était le langage d'amour qui vous parlait le plus clairement. En amour, nous avons besoin de recevoir, mais aussi de donner. Donner avec générosité. Le véritable amour nous met dans une vibration élevée, celle du don. Et lorsque cet amour est donné librement à quelqu'un d'autre, il le remplit de vitalité et de santé. Aimer ouvre un canal d'énergie. Aimer guérit celui qui donne comme celui qui reçoit. Nous ne sommes jamais vraiment heureux si nous n'essayons pas d'éclairer la vie des autres. Hélène Keller. Exercice 11. Lorsque vous êtes en couple, qu'est-ce que vous pouvez donner ou ne pas donner? Faites le bilan. Notez-le bien. Faites un tableau. Ce que je peux donner dans une colonne, ce que je ne peux pas donner dans l'autre colonne. Mon point coaching. Dans ma relation amoureuse, que vais-je demander d'indispensable pour me sentir bien? Écrivez. Comment vais-je exprimer ce qui me tient à cœur de donner?
Écrivez. En guise de conclusion, pour une identité équilibrée, un psychologue américain, William James, disait « Ce ne serait pas de refus si je pouvais être un philanthrope, un homme d'État, un guerrier et un explorateur africain en même temps qu'un poète et un saint. Mais la chose est tout simplement impossible. » Comment savoir quelle importance se donner et quelle idée nous faisons-nous de nous-mêmes, et sans se dévaloriser, mais en exigeant plus de soi-même? J'aime bien la façon dont cette question est posée dans le conte indien que voici. Il était une fois un jeune guerrier qui prit un œuf dans le nid d'un aigle et le mit à couver dans la basse-cour avec les poules. Quand l'œuf vint à éclore, le petit aigle sortit et grandit parmi les poussins, picorant sa nourriture comme ses compagnons. Un jour, regardant en l'air, il vit un aigle qui planait au-dessus de lui. Il sentit alors ses ailes frémir, et il dit à un de ses compagnons poulets, « Comme j'aimerais en faire autant !»« Ne sois pas idiot, répondit le poulet, seul un aigle peut voler aussi haut. » Honteux de son désir, le petit aigle retourna gratter la poussière et ne remit plus jamais en cause la place qu'il croyait avoir reçue sur cette terre. Voulez-vous être ce petit aigle ou plutôt être vous-même, c'est-à-dire vous réaliser pleinement? Nous sommes dominés par ce à quoi nous nous identifions. Il y a dès lors deux écueils à éviter, soit un trop grand narcissisme, tel qu'on le rencontre par exemple chez les pervers narcissiques, une telle attitude finira par l'isoler. Premier écueil, soit une image de soi dévalorisée, deuxième écueil. Peut-être faut-il s'occuper de soi juste ce qu'il faut, ni trop peu. Allégeons l'ego, mais respectons-le. Évitons la dépendance qui contraint la personne qui en souffre à de malheureuses compromissions pour obtenir l'estime et l'attention dont elle a besoin. La vie amoureuse sous toutes ses formes et ce que l'on croit être l'amour semble alors le seul refuge auquel on s'accroche au prix de s'auto-détruire. Avec une identité équilibrée, nous conservons l'importance normale et naturelle que chacun d'entre nous peut accorder à lui-même. Mieux s'aimer. Appréciez vos qualités. Commencez à vous aimer dès aujourd'hui, même si vous n'êtes pas tel que vous le souhaitez. Traitez-vous le mieux possible. Faites-vous de petits cadeaux. Demandez à vos amis de vous en faire. Réjouissez-vous de le mériter. Prenez le temps d'être content chaque fois que vous réussissez quelque chose. Vous n'êtes pas ce que les autres pensent de vous. Dans l'univers, il n'y aura jamais quelqu'un exactement comme vous. Cultivez vos différences. Cultivez de préférence les relations avec ceux qui vous acceptent tels que vous êtes. Évitez au maximum ceux qui, en vous jugeant, vous dévalorisent. Lorsque vous en avez besoin, demandez clairement de l'attention, de l'écoute, de l'aide à une personne bienveillante et compétente. Donnez-vous la clémence pleine et entière pour vos erreurs passées. Prenez la résolution de prendre soin de vous. Soyez fidèle à vous-même, soyez votre meilleur ami. Prenez patience pour ce que vous n'avez pas encore réussi. Ne vous comparez à personne. Soyez bon avec vous-même. Devenez attentif, vigilant et paisible en toutes choses, dans le désir et dans la joie, dans l'infortune ou la fortune. Et pour éviter tout état dépressif, je vous propose les 7 piliers anti-déprime, développés dans mon petit ouvrage 7 clés pour vaincre déprime et dépression et profiter de la vie. 1. Soyez vous-même. Soyez original, soyez authentique, identifiez vos vrais besoins. 2. Élargissez vos centres d'intérêt. Passionnez-vous. Faites des découvertes. Ne vous prenez pas pour le centre du monde. 3. Ne dépendez pas d'une personne, une seule, sous prétexte d'amour. Comptez sur vous d'abord. 4. Entretenez des relations équitables dans lesquelles chacun est gagnant. Ne laissez pas l'autre abuser de votre bienveillance ou de vos sentiments. 5. Ayez une activité dans laquelle vous vous sentez utile. 6. Soyez toujours curieux de découvrir quelque chose de nouveau et commencez à aimer mieux, aimer plus. 7. Faites-vous respecter. À force d'être bon et gentil, on oublie de se défendre des prédateurs. J'y ajouterai une pensée de Marc Aurèle, cet éminent philosophe de l'Antiquité. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, en l'acceptant avec sérénité, et le courage de changer ce qui ne peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Marc Aurèle. Quoi qu'il en soit, terminons avec l'humour d'un contemporain. L'avenir est la seule chose qui m'intéresse car je compte bien y passer les prochaines années. Woody Allen. Et j'ai le plaisir, chers lecteurs, chères lectrices, de vous proposer en conclusion ces quelques lignes. On a trouvé dans une vieille église de Baltimore ce texte daté de 1692 d'un auteur inconnu.
Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le silence. Sans aliénation, vivez autant que possible en bons termes avec toute personne. Dites doucement et clairement votre vérité et écoutez les autres, même le simple d'esprit et l'ignorant, ils ont eux aussi leur histoire. Évitez les individus bruyants et agressifs, ils sont une vexation pour l'esprit. Ne vous comparez avec personne, vous risqueriez de devenir vain ou vaniteux. Il y a toujours plus grand et plus petit que vous. Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements. Soyez toujours intéressé à votre carrière, si modeste soit-elle. C'est une véritable possession dans les prospérités changeantes du temps. Soyez prudent dans vos affaires, car le monde est plein de fourberies. Mais ne soyez pas aveugle en ce qui concerne la vertu qui existe. Plusieurs individus recherchent les grands idéaux, et partout la vie est remplie d'héroïsme. Soyez vous-même. Surtout n'affectez pas l'amitié. Non plus ne soyez cynique en amour, car il est en face de toute stérilité, et de tout désenchantement aussi éternel que l'herbe. Prenez avec bonté les conseils des années, en renonçant avec grâce à votre jeunesse. Fortifiez une puissance d'esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. Mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude. Au-delà d'une discipline saine, soyez doux avec vous-même. Vous êtes un enfant de l'univers, pas moins que les arbres et les étoiles. Vous avez le droit d'être ici. Et qu'il vous soit clair ou non, l'univers se déroule sans doute comme il le devrait. Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre conception de lui, et quels que soient vos travaux et vos rêves. Gardez dans le désarroi bruyant de la vie la paix dans votre âme. Avec toutes ces perfidies, ces besognes fastidieuses et ces rêves brisés, le monde est pourtant beau. Prenez attention, tâchez d'être heureux. Bibliographie. Claude Marc-Aubry, Heureux en amour. Claude Marc-Aubry, 7 clés pour vaincre déprime et dépression. Marie-France Emmanuel Ballet de Coqueromont, J'arrête d'être mal dans mon couple. John Bowley, Amour et rupture, les destins du lien affectif. John Bradshaw, Retrouver l'enfant en soi. André Comte-Sponville, Petit traité des grandes vertus. Edgar Tolle, Le pouvoir du moment présent. Julio César Diagobe, À la recherche des câlins perdus. Carl Gustav Jung, Ma vie, souvenirs, rêves et pensées. Jacqueline Kellen, Aimer d'amitié. Alice Miller, C'est bon pour ton bien. Racine de la violence dans l'éducation de l'enfant. Moussa Nabati, Guérir son enfant intérieur. Vous pouvez avoir besoin d'un besoin chaleureux pour traverser une épreuve difficile et analyser les scénarios inconscients qui vous y ont conduit. Je suis là pour vous proposer de nouveaux schémas de comportement qui vous permettront de prendre un nouveau départ. Propos de l'auteur. Claude Marc-Aubry a été pendant plus de 20 ans psychologue, psychothérapeute, s'inspirant de l'analyse freudienne des thérapies psychocorporelles et cognitivo-comportementales. Il est actuellement conseiller en développement personnel. Il accompagne les personnes en processus de changement, généralement en période de crise et de rupture. Voilà, nous venons de terminer le livre donc de Claude Marc-Aubry, Se libérer de la dépendance affective.